Buenos días, sí, pues muy buenas tardes. Espero que ha habido algún problemilla que he tenido de conexión, por eso ya está todo bien. Y a este panel en el que vamos a hablar de estrategias de marketing y comercialización y sobre todo doy la bienvenida, luego ya pasaremos al tema de las preguntas, doy la bienvenida a Esther Gregoria Camino, que es líder de la Asociación de Turismo Vivencial Raíces Inca Raxi de Perú, a Caroline Miñón, que es directora de ATES, de la Asociación de Turismo Equitable Solidaire de Francia y también miembro del Consejo de Administración de ISTO, y a Gamaliel Joya, que es director del Museo Real de Batufam en Camerún y también colega nuestro en ISTO África. Bienvenidos a todos. Y en primer lugar, pues eso, sé que vamos a tocar un tema francamente interesante y francamente crítico en estos días, que es el tema del marketing y de la comercialización de todas las pequeñas iniciativas de turismo comunitario que tenemos repartidas por todo el mundo. Y a continuación pues quisiera que mis colegas hicieran una breve presentación de sí mismos, de qué quieren aportar en este momento en cuanto a iniciativas, herramientas, qué están haciendo ellos desde su institución, cuáles son estos principales retos de marketing, y luego ya pasaremos a algunas preguntas más intensas y al debate. Y por lo demás, pues por mi parte, adelante. ¿Sí? José, adelante. Sí. Adelante, José, para presentar. ¿Quién va a empezar con su presentación? Sí, lo acabo de decir ahora, es que no sé si me está oyendo. Ok, Acabo de decirle sí, que Esther Camino ya cuando lo desee, que puede empezar, que es la primera que tengo acá en la lista. Entonces, igual es que no me había oído, no pasa nada. Vamos adelante, pues. Bien, ¿me escuchan? Voy a presentarme. Sí, cómo no. Mi pantalla, a ver si me ve, voy a compartir. Sí, se ve perfectamente. ¿Me ven? ¿No? Ya. Ante todo, buenos días con las personas que me están viendo. Y también agradecer a ISTO y Mincetur por la invitación a este evento y darme la oportunidad para hacer conocer mi comunidad y mi emprendimiento. Bien, mi nombre es Esther Gregoria Camino Morón. Vivo en la comunidad campesina de Rachi, distrito de San Pedro, provincia de Canchis, departamento Cusco, Perú. Esta comunidad está ubicada a 3.480 metros sobre el nivel del mar, a una distancia de 118 kilómetros al sur de la ciudad de Cusco, exactamente a 2 horas y media en viaje en bus o autobús, ¿no? Actualmente, mi persona representa a la Asociación de Turismo Vivencial Rachi, Raíces Inca, conformado por 18 familias, que ha sido pioneros a nivel de la región Cusco. Estamos trabajando más de 15 años en este emprendimiento, brindando servicios de hospedaje, alimentación y otras actividades vivenciales propias de la comunidad a los turistas nacionales, más que todo extranjeros que llegan a mi comunidad. En mi comunidad se encuentra el Parque Arqueológico del mismo nombre.
en donde resalta el templo del dios Huiracocha, que es una construcción muy grande, muy audaz, construido por los incas en el reinado de Pachacútec. También hay otras construcciones como las colcas, los aposentos, los baños del Inca y otras construcciones, ¿no? Y es por ello que a mi comunidad llegan bastantes turistas. Bueno, antes de la pandemia, obviamente, ¿no? Claro, en sí mi comunidad no era conocido, tan conocido como ahora. Recién, desde los años 90, asfaltaron la vía principal de acceso de Cusco Puno. Entonces, recién entraron los turistas. Es así que nosotros, las mujeres más que todo, acá cabe mencionar que mi emprendimiento, todas somos mujeres, trabajamos mujeres con el apoyo de nuestros esposos y nuestros hijos. Nosotros nos hemos asociado, actualmente somos una asociación reconocida por el Estado, estamos registrados en Indecopi y nuestra marca es Raíces Inca. Somos una asociación formal que estamos reconocidos también por Mincetur, y ellos cada año, desde el año 2012, nos fiscaliza, nos capacita cómo está nuestro servicio, ¿no? A los turistas que vienen a mi comunidad. También nosotros como asociación brindamos lo que es, servicios de alimentación, hospedaje, fogata bailable, y más que todo la actividad que más representa en mi comunidad es lo que es demostración de cerámica. Y también otras actividades como las caminatas al volcán Quinzachata, caminatas al mirador, por el Capajñán, que ahorita estoy compartiendo, es el camino Inca, que es original todavía, y en este tramo, ¿no? Eso también hacemos. Como asociación, nosotros hemos optado el sello de Tourcel Chef en 2018. Es una institución alemana, tengo entendido, que ellos solamente dan la calidad de servicio, dan ese sello. Y asimismo, en 2019, como asociación, hemos sido ganadores por el premio ENTE, reconocidos, ¿no? Con el premio ENTE por la calidad de servicio que brindamos. Este evento lo realiza Mincetur. Es así que nosotros somos una asociación bien reconocida. A su vez, nosotros integramos a la asociación de Inca, Tours Inca, que es otra asociación grande a nivel regional. Los servicios que estamos brindando, como vuelvo a decir, son lo que he mencionado. A mi comunidad, llegan, antes de la pandemia, llegaban en temporada alta, como estas épocas, ¿no? Llegaban un promedio de 400, 500 personas al día, pero esos dos turistas solamente son turistas de paso nada más, que llegan a la comunidad, entran al parque arqueológico, hacían su tour un promedio de 40 minutos y se van. Por la mañana entraban de Cusco a Puno y por la tarde viceversa. En mi comunidad hasta ahorita no hay hoteles turísticos, no hay restaurantes turísticos. Es por ello que nosotros, las socias, nos hemos agrupado, ¿no? Para brindar este tipo de servicio. Y lo hacemos también como, vuelvo a decir, solo alimentación o como almuerzo brindamos para los turistas que están de paso. Y lo hacemos con los productos de la zona, ¿no? A base de quinoa, tarwi, todo. Entonces, también la actividad, vuelvo a decir, la actividad que resalta es la cerámica. El mismo nombre de mi comunidad, Rachi, proviene de la palabra quechua
que significa Rajchi, que significa variedades de tiestos de cerámica. Nosotros, a los turistas que vienen, hacemos conocer todo el proceso, ¿no? Y los pobladores, hasta ahora, desde el tiempo de los incas, practicamos la misma técnica, lo hacemos tal y cual como hacían los incas, ¿no? Todavía, porque en sí, mi comunidad, la mayor parte o nuestro mayor ingreso es la cerámica, desde tiempos pasados, desde mis abuelos todavía, porque en agricultura solamente es autoconsumo nada más. Entonces, todo eso nosotros brindamos, hacemos conocer, ¿no? Nuestra costumbre, nuestra comida, la música, todo. Antes de la pandemia, como asociación, nosotros íbamos a las ferias que se llevaban en Cusco, por ejemplo, el Buño Tour, cada año participamos a eso, también en Puno o Arequipa. En 2019 yo participé en una feria internacional en Lima, en lo que es que venían a mi asociación, nos traían las agencias. Nosotros a las ferias íbamos con trípticos, nuestros videos, mismos, así directamente a los TCs que venían, que traían grupos al parque arqueológico. Nosotros en la plaza, todos los días cuando no tenemos en nuestras casas turistas, vendemos nuestra artesanía, nuestra cerámica. Entonces nos acercábamos, estamos ofreciendo así de esta manera, o sea, comercializábamos, ¿no? Pero lamentablemente llegó la pandemia, todo se ha quebrado y ya no teníamos nada, más que todo ingreso económico, ¿no? No, las mujeres ya no podíamos ya pues brindar lo que hacíamos, ¿no? Entonces era muy duro, pero gracias a Dios nosotros siempre pues esperanzados de que algún día iba a volver turistas, siempre estábamos, al menos mi persona, yo estuve participando en las talleres virtuales, en las capacitaciones virtuales y así. Hemos tenido también capacitación con Mincetur en diciembre y como asociación nosotros hemos elaborado un plan de vigilancia para para servir, o sea, un plan de vigilancia contra el COVID-19, ¿no? Y eso incluso hemos subido al sistema de MINSA, que fiscaliza, ¿no? En mi país, ahí. Y puedo decir que estamos ya preparados para recibir a los turistas que vienen a nuestra comunidad. Espero pues que puedan llegar, ¿no? Y ahora la comercialización que se hacía antes será diferente, todo será virtual. Ojalá que nos puedan apoyar en eso porque las mujeres de mi emprendimiento carecemos de esto. No somos pocos que podemos por lo menos conectarnos así como estoy haciendo ahora, ¿no? Internet. Eh, Tampoco tenemos herramientas, no tenemos un laptop, no tenemos así para comercializar, ¿no? Y pienso que esto va a ser un reto más para nosotros como mujeres del campo. Quizás va a ser un poquito difícil, pero espero que podamos hacerlo, porque también en las capacitaciones que tuve con Turshel desde hace 2 meses, cada semana estoy participando, ahí estoy viendo, ¿no? Que a futuro, ¿cómo va a ser? Todo va a ser virtual, incluso esta institución tiene planificado para tener una plataforma y para que pues, las comunidades se puedan vender sus productos, lo que venden, ¿no? En este caso nuestro es turismo vivencial, compartir nuestra vivencia. Entonces todo va a ser virtual, pienso yo. Y así estamos preparándonos para reactivarnos, aunque ya a mi comunidad, al parque arqueológico, ya están regresando turistas poco a poco, ¿no? Ya no es como antes que venían buses y buses y repletos de turistas, no, ahora están viniendo de poca cantidad porque también tenemos que cumplir todos con este protocolo de bioseguridad, ¿no? Con el distanciamiento, todo. Será por eso que recién están entrando pocos. Y nosotros como asociación también, eso es lo que estamos ofreciendo, ¿no? Y toda la seguridad
más que todo por esta pandemia, ¿no? Con todos nos hemos implementado en todas las habitaciones o las casas vivenciales que brindamos nosotros, con todos los protocolos de bioseguridad. Espero pues de que puedan regresar los turistas a nuestra comunidad, más que todo a nuestro emprendimiento, porque antes de ofrecer o antes de estar en esta asociación o brindar este servicio, las personas que vivíamos en Rajchi, antes que lleguen los turistas, vivíamos en unas condiciones muy precarias. Es por eso que ni siquiera hemos tenido, algunas de mis socias, ¿no? Estudios secundarios, algunos con primaria nada más, secundaria apenas, superior también, ¿no? Pero gracias que hemos trabajado o empezado a trabajar con turistas, ahora podemos tener, ya se está agotando, ya tenemos fuentes de ingreso y así podemos hacer estudiar a nuestros hijos y que sean pues mejores que nosotros, pero siempre, siempre valorando lo nuestro, nuestra costumbre, de todo lo que tenemos, ¿no? De esta manera podemos mejorar la calidad de vida. Cérralo. Oye, creo, ¿me escuchan? Creo que se me fue la pantalla, disculpen. Hola. Se está viendo la pantalla, Esther. Allá. Es que, entonces creo que yo me fui. Ya, sí, ahora sí voy a continuar con lo que estoy haciendo. Entonces, como les decía, ¿no? De esa manera nos estamos reactivándonos. Y como vuelvo a decir, para nosotros eso de comercialización es un reto que ojalá podamos, con el apoyo de las personas o instituciones, más que todo gubernamentales, también hay instituciones privadas que apoyan, ¿no? A comunidades como nosotros, nos apoyen para seguir adelante. Esto sería por ahora o algún... Perfecto. Está muy perfecto, Esther. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo de un país que nos es tan querido como Perú, donde en mi caso yo he estado también muchísimas veces trabajando con distintas comunidades y con distintos grupos de turismo comunitario. Es un placer escucharte y bueno, y esperemos que sea verdad que se consigan esas herramientas, esa conexión y todo lo que se necesita para seguir avanzando. Damos paso entonces al siguiente panelista, que será Caroline Miñón, como recordando para los que no estabais al principio, que es la gerente directora de la Asociación de Turismo Justo y Solidario, Asociación Turisme Equitable Solidaire, y compañera nuestra en el Consejo de Administración de ISTO. Así que, Caroline, cuando lo desees, puedes pasar a tomar el micrófono. Bonjour. Hay que dejar la pantalla, Esther, por favor. ¿Vous m'entendez? Sí, ya salió la pantalla de Esther. Se te oye bien, sí. Un tantan bien, Caroline. Ok, je vais partager mon écran. Bon, parfait. Alors, je le cherche. Hop. Excusez-moi, je crains que c'est Gamaliel qui est en train de partager. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui. Ouais, c'est super. Parfait. Bonjour à tous, je suis ravie d'intervenir dans cette table ronde. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je me sens très humble par rapport à la présentation précédente et elle sera très différente. Elle sera moins émanant du terrain puisque nous, on est un réseau d'acteurs qui eux-mêmes vendent des séjours qui se passent dans ces communautés-là. Je ne sais pas si on a certaines de nos organisations qui passent par la communauté de Esther, mais j'ai beaucoup apprécié la présentation précédente. Moi, je vais vous expliquer un petit peu comment, à l'échelle d'un réseau d'associations de tourisme équitable, on organise notre visibilité.
Alors oui, nous, on a des outils, on a plein d'outils, des bonnes connexions, etc. C'est pas pour autant que c'est plus simple d'être très visible dans l'immensité de l'industrie du tourisme en France. Et c'est pas toujours facile de faire exister le tourisme équitable et solidaire en France. Donc, je vais vous expliquer un peu avec quels outils on travaille. En quelques mots, je vais vous dire quelques mots sur la thèse tout d'abord. Je vais passer le diapo en même temps, si je la retrouve. Attendez, je vais aller sur l'autre écran. Voilà. Alors, en quelques mots, donc nous, on porte l'idée d'un tourisme équitable et solidaire. En fait, ce tourisme équitable et solidaire, il est le fruit de l'association du commerce équitable, de l'économie sociale et solidaire et de la solidarité internationale. Et aujourd'hui, je rajouterai bien je ferai bien un carré de ce triangle pour ajouter évidemment les aspects de préservation de l'environnement. Donc, c'est ces quatre grands champs d'activité qu'on a réunis et qui caractérisent les relations entre les opérateurs qui organisent les voyages, nos partenaires sur place, les communautés d'accueil et les voyageurs. Donc, on essaye de rendre cette association viable et pertinente pour que ça crée un développement et que le tourisme soit un vrai levier de développement local dans les territoires et un levier de développement pour les populations qu'on va rencontrer. Donc, en termes de fonctionnement, notre association, la TES, réunit donc 31 membres, dont 15 sont des organisateurs de voyages. En tout, ils représentent à eux 15 300 séjours dans plus de 50 pays du monde. Ce sont uniquement des séjours qui ont été labellisés par le label Tourisme équitable, j'en parlerai après. C'est une association à but non lucratif et qui a été créée en 2006. On a 4 grandes missions qu'on mène pour nos membres et pour la cause du tourisme équitable. Tout d'abord, une mission importante de plaidoyer et de sensibilisation. Donc, c'est-à-dire qu'on va défendre l'idée que le tourisme doit être un tourisme plus équitable et plus solidaire pour qu'il soit une activité pérenne et une activité d'avenir. On sait aujourd'hui, ça a été rapidement dit, je l'ai entendu rapidement en fin de table ronde précédente, le tourisme équitable, tout comme le tourisme social, est certainement aussi un outil de sortie de crise et un outil qui permettra de rendre le tourisme plus responsable à l'avenir, et c'est indispensable qu'il le soit. Donc, on travaille beaucoup sur la question du plaidoyer auprès des institutions, auprès du gouvernement et auprès du grand public et des professionnels. On a aussi une mission importante, je vais en parler juste après, d'évaluation et de garantie. On a un label dont je vous parlerai, donc un référentiel avec des critères très exigeants qui permettent de s'assurer que les pratiques de nos organisateurs de voyage sont conformes aux engagements qu'on prend en matière d'équité et de durabilité de nos voyages. Ensuite, toute cette expertise qu'on a accumulée depuis 2006, on essaye de la partager par des missions d'expertise. On a été notamment faire des missions juste avant la pandémie au Vietnam. On espérait pouvoir en mettre une en place avec le ministère du Tourisme du Sénégal, mais il y a eu un coup d'arrêt du fait de la pandémie. Donc, on commence à développer pas mal de missions d'expertise à l'international pour permettre à ce que le tourisme équitable se développe dans ces pays-là. Et enfin, on a une autre grosse mission, et on va en parler, c'est la mission de faire connaître et de promouvoir les voyages qui sont organisés par nos membres. J'ai mis sur la diapo une petite information. On est financé pour la moitié de notre action, pour la moitié de notre budget par le gouvernement, par des financements publics, et l'autre moitié, c'est du financement qui vient de nos adhérents et de nos missions d'expertise. Donc, le label, je vous ai fait une diapo qui est un petit peu compliquée. J'ai essayé de tout mettre sur une seule diapo. En fait, les objectifs de notre label, qui est notre outil, on le verra dans la diapo suivante, c'est l'outil central de notre action de marketing, en fait. Le label, il a pour objectif de répondre pour les voyageurs à une recherche de sens
qui augmente de plus en plus. Et donc il faut qu'on en profite de ce mouvement-là et qu'on arrive à s'affirmer et à être présent sur le marché dans l'intérêt de nos partenaires locaux qui accueillent nos voyageurs aussi. Et aussi, ça nous permet le label de valoriser des démarches d'opérateurs qui ont des exigences dans la production des voyages qu'ils proposent. Et ça nous permet de les mettre en valeur, ces voyages-là. Et ça rend cette offre de voyage équitable visible et légitime. C'est-à-dire qu'il y a eu un auditeur qui est venu passer au crible des critères les pratiques de l'opérateur. Et du coup, cette offre, elle est vue plus légitime. Et comme nous, on fait la promotion de toutes les offres, elle est plus visible aussi. On garantit par notre label une gestion équitable des achats et des partenariats, c'est-à-dire qu'on applique les principes du commerce équitable au tourisme. On assure également et on garantit la préservation de l'environnement et des ressources naturelles locales. Donc, on va éviter toutes les activités polluantes, d'aller dans des sites protégés, etc. Donc, on a tout ce travail de préservation de l'environnement. On développe une activité qui est très ancrée dans le territoire puisque les voyages qu'on propose, ils sont construits avec les partenaires locaux. Donc, c'est forcément des offres très ancrées dans le territoire d'accueil et qui sont bénéfiques aux habitants. On valorise bien évidemment l'hébergement chez l'habitant ou dans des communautés plutôt que d'aller dans des hôtels de chaîne. Et puis enfin, on valorise une gestion démocratique et juste de l'organisation, donc de l'organisateur de voyage. On va vérifier que sa gestion soit démocratique et que les gens soient correctement payés, que les conditions de travail soient bonnes, puisque ce qu'on demande à nos partenaires à l'international, on se l'applique évidemment à nous aussi ici en France. Aujourd'hui, notre label, il était historiquement créé pour des voyagistes et depuis l'année dernière, il est aussi accessible pour des opérateurs du tourisme en France, donc des hébergements ou des prestataires d'activités qui opèrent sur la France. Parce qu'on a voulu montrer que le tourisme équitable, ça peut être fait partout dans le monde, que ce soit près ou loin. Et enfin, donc, il est constitué d'un référentiel très exigeant qui contient plus de 50 critères et qui va vérifier la gestion de l'organisation, la gestion de l'activité et la gestion des partenariats par l'opérateur. C'est un label qui est donné pour 3 ans. Alors, si j'en viens aux aspects plus marketing, comme je vous l'ai dit précédemment, le label, il est au centre de notre processus et de notre stratégie marketing. En fait, les valeurs, les principes et les objectifs que poursuivent la thèse, ils sont concentrés dans ce label-là, tel que je l'ai mis sur la diapositive. C'est concentré dedans. Et après, à partir de ce label, on a développé un processus marketing à destination du grand public et des voyageurs. Donc là, c'est pour une question de visibilité de nos offres. Donc, pour développer ce marketing vers le grand public, on a une offre de voyage et de séjour labellisée et on mène des actions de sensibilisation du public. Et de l'autre côté, on a aussi tout un processus qui est extrêmement important pour nous aussi, qui est aussi une forme de marketing finalement, auprès des partenaires, des professionnels et des institutions. Et là, c'est dans un objectif de crédibilisation de notre action. Donc pour ça, on va créer et publier des études et des ressources, des fiches techniques, etc. On va vendre de l'expertise, on va organiser des formations et on va mener des actions de plaidoyer et de développement du label de tourisme équitable pour qu'il y ait de plus en plus de professionnels qui le portent. Ça voudra dire qu'il y a de plus en plus de professionnels qui remplissent les critères du label. En détail, les outils marketing qu'on a développés pour les voyageurs et pour convaincre les voyageurs de partir chez vous, nos partenaires dans les pays, on a un site web qui regroupe toutes les offres et les séjours labellisés. Il va être changé dans une dizaine de jours. Il va être mis en ligne le nouveau site avec toutes les offres en France et à l'international. Il existe déjà, vous pouvez le voir en ligne, mais il est modifié là en ce moment. Il sera rénové dans 10 jours en ligne. Ensuite, on fait des petites capsules visuelles, graphiques, qui expliquent le label au grand public, c'est-à-dire qu'on associe un critère du label qui n'est pas forcément très simple à comprendre parce que c'est un peu jargonneux,
Et on l'associe à une bonne pratique qu'on a observée pendant les évaluations. Donc ça, on en crée régulièrement pour sensibiliser le public aux pratiques que nos opérateurs et que leurs partenaires sur le terrain mettent en œuvre pour montrer qu'il y a un vrai engagement et une vraie pratique vertueuse. Ensuite, on a une page Facebook qui totalise près de 9000 abonnés. Donc ça, on s'en sert beaucoup aussi d'un point de vue grand public. On mène des relations presse, ça marche bien en ce moment, comme je vous l'ai dit. Le tourisme équitable et solidaire, il est en vogue, c'est à la mode. Donc, on profite beaucoup de ça pour faire parler de nous dans la presse. Et puis, jusqu'à 2019, on avait aussi un outil qui est un festival où on invitait un certain nombre d'intervenants, de professionnels et pour renseigner le grand public sur le tourisme équitable et solidaire, en partenariat avec une fondation importante en France qui s'appelle la formation Good Planet. Malheureusement, il n'a pas eu lieu en 2020 ni en 2021. On espère pouvoir le relancer en 2022. Et enfin, pour terminer, les outils qu'on développe, puisque pour nous, c'est tout aussi important, les outils qu'on développe vers les professionnels, les partenaires et les institutionnels. On va avoir à partir dans 3 jours, pour la première fois, un site dédié aux professionnels et aux partenaires avec vraiment les contenus, les études, les ressources qu'on peut produire. Et donc, tout ça sera regroupé dans un site spécifique sur lequel, du coup, on pourra adapter le discours à une cible professionnelle et partenariale, ce qui nous permet sur le site grand public d'adapter aussi notre discours aux voyageurs et au grand public. Donc, on a scindé les 2 sites et ça, ce sera effectif dans quelques jours. Et puis, on publie également, comme je l'ai dit, des ressources, c'est-à-dire des dossiers techniques. On a fait un dossier sur le tourisme et le travail décent, le tourisme et l'égalité des genres, tourisme et environnement aussi. Et on a créé une étude d'impact, dont notamment une mission qui a été alimentée par une mission notamment au Pérou et aussi à Madagascar et en Inde. Donc, on a créé une étude d'impact pour aller vérifier les bienfaits ou les choses à améliorer du tourisme équitable chez vous, dans les communautés de ces 3 pays-là. Et cette année, pour terminer, on a mis au point un manifeste, c'est-à-dire une réaffirmation de nos valeurs. C'est un document que ISTO a partagé. On l'a fait en 4 langues. Il existe en français, en espagnol, en anglais et en italien grâce à nos confrères de AITR en Italie. Donc, il est traduit en 4 langues et c'est un document qui est tout à fait ouvert et qui peut être repris par qui le souhaite pour affirmer la volonté d'un tourisme qui soit beaucoup plus bénéfique aux territoires d'accueil et aux populations d'accueil. Voilà. Pues muchas gracias, Caroline. Sí, nos parece también muy interesante el hecho de que existan asociaciones como la vuestra, precisamente porque es importante que haya estas alianzas, ¿no?, entre todas las entidades que hacen la parte de comercialización, que es lo que comentaba antes nuestra compañera Esther, ¿no?, que ellos tienen dificultades de conexión, incluso a veces de hardware, ¿no?, de contar con las laptops, de tener conexiones de buena calidad, y eso pues lógicamente les dificulta mucho, y el que existan plataformas y alianzas como la vuestra es interesantísimo y fundamental para este tipo de iniciativas locales y sobre todo, pues bueno, de hecho lo echamos de menos en algunos países como el mío, ¿no?, en España, donde todavía no existe nada que se le parezca. Sí tenemos agencias que comercializan turismo comunitario, pero son muy pocas y muy débiles, y entonces nos parece fabuloso el trabajo que hacéis, y sobre todo en el futuro seguro que os van a pedir mucho que sigáis apoyando en los aspectos de marketing, que es lo que falta ahora, ¿no? Y como luego añadiremos en el tiempo que tengamos de debate cualquier otra cuestión, incluso las que está planteando también el público, doy la palabra ahora entonces a Gamaliel Nejoya, del director del Museo Real de Batufam en Camerún y compañero nuestro en ISTO África. Gamaliel, cuando quieras. Gamaliel, quand tu veux. Bon après-midi à tous et une fois de plus, merci de m'honorer de la si belle de façon. Alors, très rapidement, je vais partager à mon tour également ma présentation, si vous permettez.
en quelques minutes. OK. Alors, j'espère également que vous me recevez. Je vais être bref. Mon propos tournera autour du tourisme communautaire, ses avantages de par le monde, les défis qui pèsent ou encore les menaces autour de cette forme de tourisme particulier, ainsi que les stratégies marketing ou de communication qui peut permettre à ce secteur d'activité touristique de connaître un exploit sur le plan national et international. Je voudrais préciser que j'interviens pour le compte de l'association Bateau Femmes Tourisme et Loisirs au Cameroun. J'adapterai mon discours en rapport au contexte africain que nous vivons, ces contextes relatifs au tourisme communautaire en général et au Cameroun en particulier, notamment pour notre association touristique Bateau Femmes Tourisme et Loisirs. Alors, en guise d'introduction, on retient que le tourisme communautaire est une forme de tourisme qui naît dans les années 70 et qui a pour vocation le développement économique local, la lutte contre les inégalités sociales et également l'insertion sociale. Gamaliel? Oui? Excusez-moi, c'est parce que nous ne voyons que votre ordinateur et pas votre présentation. Vous ne voyez pas la présentation? Non. Ah, OK, je vais... On voit toujours votre ordinateur, vos fichiers. OK, je vais essayer de voir. Sinon, on peut la partager. Si vous avez des problèmes, nous pouvons la partager. Oui, si vous l'avez, attendez une seconde. Est-ce que là, vous la voyez? Toujours pas. Non, pas encore, Gamaliel. Oui, OK. Je vais aller rapidement. Désolé pour le désagrément. Est-ce que là, ça apparaît? Un instant. Oui, je vais vous demander, s'il vous plaît, de mettre en grand écran parce qu'on voit juste la petite... juste en bas, il y a le pour présentation. Encore? Oui, je vois présentation, oui, en bas, oui. Il faut que ça soit au complet. Est-ce que ça se voit? Oui. D'accord, super. Et juste pour terminer, vous rappelez, Gamaliel, que nous avons l'interprétation simultanée et donc laissez le temps à nos interprètes de pouvoir traduire en espagnol et en anglais, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez-y. Merci. Alors, je vais réduire le rythme. Je vais parler un peu plus lentement. Alors, merci et toutes mes excuses pour le désagrément. J'étais en train de dire en guise d'introduction que le tourisme communautaire est une forme de tourisme qui voit le jour dans les années 70 et qui a pour objectif le développement économique et la lutte contre les inégalités sociales. À la base, cette forme de tourisme, autant pour moi, consistait à mettre en contact les populations riveraines ou villageoises avec les touristes qui viennent de la ville. Ça leur permet d'échanger les différentes activités qui sont faites localement. Alors, pour comprendre mieux la chose, nous allons illustrer cela avec des activités que nous menons pour le compte de notre association, Bateau Femmes Tourisme et Loisirs, afin de cerner les avantages du tourisme, je voulais dire communautaire. L'un des atouts du tourisme communautaire est la lutte contre le racisme et les inégalités sociales. Comme vous pouvez le voir par exemple en image, l'association Bateau Femmes Tourisme et Loisirs a l'habitude ici d'accueillir des étudiants étrangers qui viennent d'Europe, d'Asie, d'Amérique et de bien d'autres pays. Et pendant leur séjour dans le monde rural, parce qu'il faudrait-il le souligner que Bateau Femmes se trouve à l'ouest Cameroun et dans un village un peu plus éloigné de la capitale de la région qui est Bafoussam. Alors, pendant le séjour de ces étudiants ont probablement la possibilité d'échanger avec la population locale, d'échanger avec les résidents locaux, et on note ici une certaine intégration sociale et les préjugés sont levés au fur et à mesure sur la question raciale et culturelle par exemple. Pour continuer toujours aux avantages liés au tourisme social, le tourisme social également à la base avait pour objectif de donner la possibilité aux touristes qui viennent de la ville de vivre les activités qui sont pratiquées localement dans le monde rural. C'est ce que nous efforçons à faire au sein de notre association Bateau Femmes Tourisme et Loisirs. Là, par exemple, c'est une danse patrimoniale. Vous
Vous avez constaté que lors de ces manifestations culturelles, puisqu'il s'agit d'un patrimoine culturel et matériel, nous avons des touristes qui viennent d'Europe, d'Amérique, à l'intérieur du territoire et voire même à l'intérieur du continent. Et certains parmi eux peuvent même participer à la danse et ça leur permet d'entrer en contact de ces savoir-faire qui ne peuvent les trouver en aucune façon dans le monde urbain. Comme autre avantage du tourisme communautaire au compte de notre association, le tourisme communautaire permet également à ces visiteurs qui viennent de la ville d'être en contact avec la nature. Vous voyez, par exemple, là, c'est une cliente française qui, pendant son séjour, fait une randonnée dans l'une de nos forêts primaires qui est sacrée. Et pendant cette randonnée, elle a la possibilité d'être en contact avec la nature, elle a la possibilité de se recréer et elle peut également se défaire de toutes ces sonorités de la ville qui sont des fardeaux lourds après de longues heures de travail. Le tourisme communautaire également, toujours dans le contexte d'insertion sociale et la lutte contre les inégalités entre les classes sociales, les touristes qui viennent de la ville ont la possibilité d'être hébergés localement par des villageois. Vous avez en face de vous, par exemple, des cases traditionnelles et nous mettons en place un réseau qui permet à chaque touriste, cette fois-ci, de ne pas payer son hébergement, mais de laisser une somme symbolique à ces familles qui les accueillent dans ces maisons. Et nous sommes convaincus qu'après leur séjour, lorsque ces touristes rentrent, il y a des liens d'amitié qui se naissent et nous avons des cas de mariage, par exemple, qui en découlent du tourisme communautaire et aussi des visites à l'étranger, des séjours, des invitations pour des séjours à l'étranger également. Une chose qui ne saurait être possible sans la contribution de ce que nous appelons le tourisme communautaire. Alors, l'un des avantages majeurs du tourisme communautaire est la répartition des retombées financières. C'est l'un des défis majeurs. Vous savez, aujourd'hui, dans le tourisme communautaire, comme mes prédécesseurs l'ont si bien souligné, dans le monde rural, beaucoup de personnes âgées n'ont pas accès à l'outil numérique de communication. Donc, ils sont plutôt en contact avec des agences du tourisme, des agences de voyage, qui généralement négocient le prix à leur place et en tirent profit de la grande partie. Raison pour laquelle, localement, nous avons mis sur pied une galerie, cette galerie d'art, où la population locale peut déposer les objets d'art et après vente, on va leur restituer de l'argent. Ça leur permet de vivre de leur savoir-faire et de bénéficier directement des retombées du tourisme communautaire. Alors, si on s'arrêtait à ce niveau, on serait tenté de croire que le tourisme communautaire n'a que des avantages, mais bien au contraire, il faudrait y souligner que ce secteur d'activité, bien que connaissant une certaine ampleur sur le plan international, présente des difficultés qui concourent à sa disparition. Nous avons cette fois-ci exploré quelques menaces. Au rang de ces menaces, nous avons des agents du tourisme. Au Cameroun, en général, la population villageoise n'a pas... Pardon, Gamaliel, juste ralentir un peu le rythme pour les interprètes, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Désolé. Oui, c'est parfait, mais un peu plus lentement. Merci. D'accord. Je peux y aller? OK. Oui, bien sûr. Allez. Alors, je disais que le tourisme communautaire présente également des menaces. Et parmi les menaces du tourisme communautaire, nous avons les agences de voyage et de tourisme. Au Cameroun, en général, les populations locales n'ont pas accès à l'outil informatique, ce qui les oblige d'être dépendants des agences de tourisme et de voyage. Et de cette dépendance, ces agences de voyage ne tiennent pas compte généralement de l'aspect éthique, ce qui les intéresse beaucoup plus dans ces contextes, ce sont les retombées financières qui haussent les prix du voyage, par exemple, pour des destinations et des activités. Et ce fléau a pour conséquence la réticence de certains voyageurs qui n'ont plus envie de se rendre dans le monde rural. Comme autre menace en Afrique, en général, sur le tourisme communautaire, nous avons le désintéressement du pouvoir public ou de l'État. L'État s'implique très difficilement dans la question touristique. C'est chaque organisation qui met en place ces moyens qui lui permettent
développer le secteur touristique. Comme autre menace, nous pouvons souligner ici l'absence de communication véritable. Au Cameroun, près de 80% des destinations touristiques rurales ne sont pas connues et valorisées. Autre aspect également qui constitue une menace pour le tourisme communautaire en Afrique en général et au Cameroun en particulier, nous avons l'insécurité. Parce que généralement, quand un touriste veut se rendre en monde rural pour pratiquer ce qu'on appelle le tourisme communautaire ou solidaire, il y a des questions liées à la sécurité et également à la sécurité sanitaire. La plupart des localités du monde rural en Afrique sont celles qui sont plus exposées aux attaques terroristes et bien d'autres formes. Il faudrait donc que les promoteurs du tourisme communautaire mettent sur place des garanties en termes de sécurité du territoire et en termes de sécurité alimentaire. Alors, nous venons de présenter deux aspects majeurs, les avantages du tourisme communautaire et les menaces qui pèsent sur cette forme de tourisme qui est en plein essor de nos jours. Cela étant, quel est le plan marketing le plus adapté pour ces secteurs d'activité touristique? Comment les promoteurs du tourisme, le tourisme communautaire peuvent développer ces secteurs d'activité et permettre à la population villageoise d'en tirer directement profit sans plus être dépendant des promoteurs, des agences de voyage et des agences de tourisme. Alors, l'une des actions marketing à mener, je vais contextualiser parce que mes prédécesseurs pour l'Europe et l'Amérique, vous avez parlé d'Internet par exemple, faudrait-il souligner que Internet n'est pas encore un outil phare dans le marketing touristique au Cameroun. Les Camerounais sont beaucoup plus des abonnés des réseaux sociaux, notamment Facebook. Et si mes sources sont fiables, je pense que le Cameroun fait partie des 5 premiers abonnés en Afrique en ce qui concerne Facebook par exemple. Raison pour laquelle, dans notre plan marketing, en ce qui concerne Batoufam, nous avons vite constaté en 2020, avec l'avènement de la pandémie, que le taux des visiteurs avait considérablement baissé à près de 85%. Alors, il fallait automatiquement mettre sur un plan marketing et ce plan marketing est passé pour nous par la création d'une page Facebook. Et à partir de cette page, aujourd'hui, nous nous faisons connaître davantage. Nous proposons certaines activités en direct et nous présentons également au monde ce que nous faisons comme activité. Puisque nous sommes dans le contexte du tourisme communautaire, il s'agit bel et bien des activités locales qui peuvent être partagées avec la communauté Batoufam. Nous avons entre autres ici, par exemple, des soirées de contes, des randonnées, les visites des sites naturels et bien d'autres. Le second outil marketing que nous adaptons au contexte africain en général et au contexte camerounais est la recommandation. La recommandation s'est fait ici naturellement des bouches à oreille. Alors, lorsque, en tant que directeur du musée et chargé de la communication pour l'association Batoufam Tourisme et Loisirs, qui fait la promotion du tourisme communautaire localement, lorsque je reçois des visiteurs, je veille à leur demander après la visite, comme ça sera le cas ce week-end avec des groupes de Français et des Anglais qui vont séjourner pendant 2 jours au sein de notre structure. Lundi matin, après le départ, je les demande par exemple s'ils ont aimé la qualité du service,
s'ils ont trouvé satisfaction. Et généralement, puisque nous mettons tout en notre faveur pour que ces derniers apprécient les différentes activités qu'ils ont menées avec la communauté villageoise, nous les demandons tout simplement de recommander cette destination à leurs proches, à leurs semblables. Et je dois reconnaître que ce plan marketing a connu un succès parce que aujourd'hui, je reçois beaucoup de visiteurs qui me font savoir qu'ils n'étaient même pas au courant de l'existence de notre association et que c'est l'un de leurs proches qui a visité notre structure qui leur a recommandé de passer au sein de notre association. Le troisième outil qui est utilisé ici dans la valorisation du tourisme communautaire ou la conquête du public cible, c'est la qualité des services que nous offrons. D'ailleurs, selon certaines statistiques, un touriste, autant pour moi je vous l'ai dit, un touriste qui est satisfait vaut 10 touristes de plus. Raison pour laquelle un touriste qui sollicite, par exemple, une résidence locale, nous veillons à ce que la maison soit désinfectée, nous veillons à ce qu'il y ait des installations sanitaires, des moustiquaires, par exemple, pour prévenir le touriste de la malaria. Et une fois les conditions réunies, nous sommes convaincus que le client peut rentrer étant satisfait de son séjour et du contact avec la population locale. Il en va de même de la qualité des mets que nous offrons, parce que le tourisme communautaire, comme je l'ai démontré en introduction de ce travail, vise la participation aux activités locales. Donc, lorsque le touriste vient, il doit manger localement, il doit respirer localement, il doit jouer localement. Alors, dans ce contexte, nous les proposons souvent des mets locaux, mais nous sommes aussi conscients du fait, puisque nous faisons dans la restauration, que ces mets, de par le fait que ces étrangers, ces touristes ne sont pas habitués, peut créer certains désagréments, raison pour laquelle nous prévoyons toujours un plan B ou un repas standard. En cas d'insatisfaction, le touriste peut trouver son compte dans un mets tel que le riz, ce qui est beaucoup plus partagé dans le monde. Et ça donne une certaine garantie sur le plan alimentaire et ça donne la possibilité à ces touristes de revenir. Vous allez m'excuser une fois de plus, je suis habitué d'aller très vite dans mes propos. J'espère que les interprètes s'en sortent de l'autre côté. Pour conclure, je me résume en disant que le tourisme communautaire est un tourisme qui est en pleine expansion et tellement avantageux. Avantageux parce qu'il permet de lutter contre les inégalités sociales, il permet de lutter contre les préjugés, il permet de lutter contre le racisme. Il donne aussi la possibilité aux classes sociales d'être en contact et non plus en conflit. Vous savez, l'économiste Karl Marx décriait déjà ces conflits entre des classes sociales, la classe dominante et la classe prolétaire. C'est l'objectif du tourisme communautaire, briser ces barrières afin qu'on ait un monde unilatéral. Partons du fait qu'il existe des menaces qui pèsent sur ces formes de tourisme, entre autres. Nous avons fait mention du fait que localement, les villageois n'ont pas accès à l'outil numérique, ils sont dépendants des promoteurs, des agences de voyage et on les abuse en termes de répartition des retombées financières. Il est donc nécessaire aujourd'hui de les former dans ce sens, de mettre à leur disposition déjà l'outil numérique qui est aujourd'hui incontournable dans la promotion du tourisme communautaire. Et cette population riveraine, dans les différents services qu'elle presse, devait veiller déjà à la sécurité des touristes, veiller également à la sécurité alimentaire afin que chaque client puisse trouver satisfaction. Et pour conclure, un client satisfait
est un touriste gagné. Voilà ma noble contribution. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci une fois de plus à l'OITS. Je vais passer la parole au modérateur. Sí, pues muchísimas gracias, Gamaliel. Ha sido muy interesante. Además, nos encanta que nuestro representante en África, donde todavía esto tiene muy poca representación, pues que hayas podido tener todo este tiempo para compartir con nosotros lo que estáis haciendo en Camerún. Lo que sí es cierto es que como tenemos, como ocurre en todos estos eventos donde todos tratamos de darlo todo y el tiempo es muy corto, pues las presentaciones siempre son un poquito más largas de lo previsto y no nos han dejado tiempo para hacer un largo debate como sería lo propio, pero va a haber muchísimas más jornadas, muchísimas más mesas redondas en estos días. Entonces vamos a invitar a la gente a que presente sus preguntas, a que plantee sus preguntas en el chat. ¿Hay alguna ya? Porque nosotros estamos obligados a terminar ahora a las 6:15, bueno, 6:15 para mí, que estoy moderando desde Madrid. Vamos a hacer unas pequeñas conclusiones y os invitamos a las preguntas en el chat que luego nuestros compañeros panelistas pueden responder y estaremos el equipo a vuestra disposición para todo lo que sea necesario, ¿no? Y como os comentábamos, pues nos parece importantísimo que hayáis podido hacer estas aportaciones. Creemos que desde el punto de vista, sobre todo en cuanto a la intervención de Esther, pues que es necesario que desde organizaciones como la nuestra, organizaciones, o sea, como ISTO, quiero decir, como ATES, como muchos de nosotros que trabajamos en cooperación al desarrollo en turismo y especialmente en marketing, como es mi caso, pues que tenemos que tomarnos muy en serio esta problemática que tienen las pequeñas comunidades de acceder al mercado cuando justamente pues, el mercado pide este acceso a través de la parte tecnológica y a través de plataformas cada vez más complejas. Y claro, cuando tenemos un problema como falta de ordenadores o conexiones muy inestables, eso cuando las tenemos, pues es un tema muy complicado. Por eso creemos, y pasando a la segunda intervención, a la de nuestra compañera Caroline, que las organizaciones como ATES y otras donde están inmersos, como les acteurs du tourisme durable, ¿no? Los actores del turismo sostenible en Francia, las asociaciones de operadores de turismo responsable que también existen en ese país, en Italia, en España y en muchos otros lugares del mundo, que es lo que nos une, ¿no? Esta filosofía del turismo responsable y del turismo social y solidario, pues que seamos también cada vez más proactivos en poder ayudar a estas comunidades, sobre todo aquellas que están más alejadas, más aisladas, ¿no? De lo que son el mundo comercial y las redes comerciales, porque esto ya era un reto, ¿no? Antes de la pandemia, pero ahora mismo es un reto gigantesco, ¿no? Y como nos comentaba el compañero de Camerún, ¿no? Y también lo hemos visto por Esther, ¿no? Que han sido como las intervenciones realmente nacidas del territorio, ¿no? Como comentaba también nuestra compañera Caroline, tanto Esther como Gamaliel, pues nos han compartido verdaderas vivencias de cómo esa satisfacción profunda que siente el turista cuando está practicando este tipo de turismo es en lo que todos nosotros creemos. Por eso estamos aquí, por eso celebramos este tipo de jornadas y entonces nos vemos obligados ya a clausurar esta mesa redonda. Os doy las gracias a todos, Esther, Caroline, Gamaliel. Nos vemos en los siguientes paneles de estos días que van a ser muy fructíferos. Veo unos 150 participantes. Muy feliz de estar aquí, de haber podido moderar modestamente esta mesa a pesar de los límites del tiempo y muchísimas gracias y hasta muy pronto.